Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Actu en 7. Légèrement d'une crise politique électorale ont fini de se mettre en place avec la violence qui a déjà commencé un peu partout à Dakar. Et aussi, nous allons en parler au cours de cette émission. Nous évoquerons aussi la radiation de Khalifa Ababacar Sall de l'Assemblée nationale et de son avenir politique. Dans cette émission, nous ferons une introspection pour parler de la presse et des journalistes qui se comportent parfois comme des mercenaires de la plume. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir cette semaine Pape Cheikh Sylla, journaliste au groupe des médias. Pape Cheikh Sylla, bonjour. Bonjour Hassan, bien bonjour et très heureux d'être ici dans les locaux de Walfadjri. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Aliou Sow de la radio FM. Aliou Sow, bonsoir. Oui, bonjour Monsieur Hassan Gueye, bonjour Monsieur Sylla, et puis bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être présent sur ce plateau. Alors avant de commencer, messieurs, rendons hommage à nos valeureux disparus, je dirais les soldats de la presse qui nous ont quittés, Sidi Lamine Niasse et tout récemment Cheikh Ahmed Bachir Kounta. Un hommage à ces grands hommes. Oui, un hommage posthume encore une fois, mais c'est la moindre des choses. On se rappelle de Sidi Lamine Niasse, de ses œuvres, et en venant ici, voilà beaucoup de sensations qui nous habitent. Et quand je vois au niveau des locaux de Walfadjri, il y a de nouveaux chantiers pour vous procurer de nouveaux studios, ça fait plaisir. Félicitations à cette équipe. Et félicitations à tout le groupe Walf. Encore une fois, hommage à Sidi Lamine Niasse. On a été récemment dans les lieux saints de l'islam. On a beaucoup prié pour son âme. On espère que Allah subhanahu va exaucer toutes ses prières. Les mêmes hommages à l'endroit de Bachir Kounta, qui fut également un grand homme des médias du Sénégal. J'en profite pour présenter mes condoléances à notre sœur Ndeye Pétaw, qui est de la corporation également, qui vient de perdre son papa. Oui, la cérémonie du troisième jour, c'est demain dimanche. Mes condoléances à Ndeye Pétaw également. Nos condoléances à Ndeye Pétaw. Aliou, quelques mots pour ces hommes. Écoutez, mes hommages à M. Sidi Lamine Niasse. Je suis rentré, je crois qu'il y a un mois et demi, j'étais passé vous voir. Quelques temps après, il est parti. C'est un monsieur pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Quand j'ai entendu ce matin-là qu'il était parti, j'étais très très affecté. Donc, que la terre lui s'allège. Ce grand monsieur, un défenseur de la démocratie, M. Sidi Lamine Niasse. Également, M. Ahmed Bachir Kounta, qui est parti avant-hier. Et je transmets à toute sa famille mes condoléances. Un grand monsieur des médias, comme le disait Pape Cheikh, un grand monsieur de la tariqa des Kounta, je ne sais pas comment, de Khadria, voilà, un monsieur, un grand intellectuel qui est parti, qui n'a jamais voulu prendre sa retraite, qui a travaillé jusqu'à ce qu'il soit parti, que la terre lui soit légère également. Effectivement. Alors, l'actualité de la semaine est très politique. Khalifa Ababacar Sall, nous allons commencer par lui. Il n'est plus parlementaire, il a été radié de l'Assemblée nationale ce jeudi. N'est-ce pas une suite logique vu tout ce qui a été déjà fait en amont? Oui, une suite logique. Les titulaires du pouvoir sont dans leur logique, celle de liquider Khalifa Ababacar Sall, c'est clair. Sur le plan du droit, le ministre de la Justice a motivé cette décision. Il a, disons même, l'obligation, ou en tout cas le droit, de demander qu'un député, une fois condamné définitivement, que ce député soit radié de l'Assemblée nationale. Et pour parler encore, pour commenter un peu cet acte posé par Ismaël Madior Fall, il faut y déceler simplement une volonté d'annihiler toute chance pour le camp de Khalifa Sall de voir leur poulain devenir candidat à la présidentielle. Parce qu'on attend le verdict demain dimanche, le 20. Avant même ce verdict qui va émaner du Conseil constitutionnel, voilà un signal fort
envoyé par le ministre de la Justice, la majorité globalement, pour dire que la condamnation de Khalifa Sall est définitive. Il n'y a pas d'histoire de rabat d'arrêt ou autre chose. Il n'y a pas de lueur d'espoir pour vous. Donc c'est ça le message que veut renvoyer le ministère de la Justice, la majorité globalement, au camp de Khalifa Sall et aux Sénégalais. Le combat a été déclenché depuis longtemps et c'est une nouvelle étape, un nouveau revers pour Khalifa Sall et son camp. Alors Aliou Sow, pouvait-on s'attendre à la radiation en ce moment, vu que les avocats n'ont pas encore épuisé toutes les voies de recours? Sans doute parce que ce n'est pas nécessaire d'attendre justement ces recours-là, ces derniers recours des avocats de Khalifa Sall. Je crois que c'était mal barré pour monsieur Sylla, monsieur Gueye. La logique voudrait bien que Khalifa Sall ne soit pas candidat donc, à ces élections présidentielles. Bon, ben, la solution finale, c'était de le faire partir, c'était l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est définitivement terminé. Khalifa Sall ne sera pas candidat aux élections présidentielles. Il n'y avait pas besoin d'attendre justement cette décision du Conseil constitutionnel du 20, donc ce sera demain. Donc ce n'était pas nécessaire. Ils ont joué le jeu et ben, jusqu'à terme, si je puis dire. Parce que de toute façon, c'était prévu que Khalifa Sall ne devrait pas participer à ces élections présidentielles. Voilà, il fallait une liquidation totale, et bien c'en est fini, je pense. Ismaïla Madior Fall, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il s'est appuyé sur l'article 61 de la Constitution, mais dans cet article, on parle de condamnation définitive, alors que les avocats de Khalifa Sall parlent de rabat d'arrêt. Est-ce que cet argumentaire est recevable? Oui, c'est toute la nuance qu'il faut déceler dans cette affaire. Parce que quand il parle de rabat d'arrêt, il parle de droit. Ça, c'est une exception du droit sénégalais, cette histoire de rabat d'arrêt qui serait suspensif. Et il y a ce conflit entre avocats de l'État et avocats de Khalifa Sall sur le plan du droit. Ce n'est pas nouveau. Donc, mais ce qui est majoritairement retenu, en tout cas les juristes qui sont perçus comme des juristes non partisans, ils soutiennent que ce rabat d'arrêt, ce recours existe bel et bien et que Khalifa Sall a le droit de recourir à ce rabat d'arrêt et que ce serait suspensif. Donc sur le plan du droit sénégalais, il n'y a rien qui peut s'opposer honnêtement et sincèrement à une candidature de Khalifa Sall à la présidence de la République pour l'année 2019. Rien du tout sur le plan du droit. Maintenant, pour couper court, le ministre de la Justice, pour démontrer à tout le monde qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas possibilité de recourir à cette histoire de rabat d'arrêt, voilà, moi, je considère que Khalifa Sall a été condamné définitivement à partir du moment où il a été débouté par le Conseil, par la Cour suprême. Donc, il a été condamné définitivement pour 5 ans d'emprisonnement. Je fais ce qui me revient de droit, c'est-à-dire réclamer qu'il soit radié de l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est une manière de couper l'herbe sous les pieds des avocats de Khalifa Sall. Mais là, c'est le moment de dire que la force ne fait pas droit. Il faut le rappeler. Et le ministre Ismaïla Madior Fall, il est également professeur de droit, il fait partie des théoriciens du droit au Sénégal. Il a ses étudiants, ses anciens collègues. Voilà, maintenant il a fini de faire de la politique, il l'assume, c'est vrai, mais quand même, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il y va à fond et il théorise tous les coups de Macky Sall sur le plan juridique. Je crois que si Macky Sall s'en sort, dans cette querelle juridico-politique, Ismaïla Madior Fall va avoir une belle promotion quand même. Parce qu'il est l'éminence grise, visiblement, de ce régime de Macky Sall. Et c'est lui qui légitime, d'une certaine manière, tous les actes que pose Macky Sall sur le plan juridique, sur le plan politique. Et il l'accompagne bien et il va au charbon. Il n'hésite pas à aller au charbon lui-même. C'est lui-même qui provoque des points de presse avec la société civile au détour de ces points de presse pour parler de choses d'une moindre importance. Il en profite tout le temps pour repréciser ses pensées, ses actes. Il est en train de faire un travail colossal pour
le président Macky Sall pour sa réélection, mais en même temps, il sacrifie beaucoup de sa crédibilité, de sa notoriété auprès de ses pairs. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Peut-être bien. On verra bien pour Ismaël Madior Fall, mais en tout cas, il s'est mouillé et il est conséquent par rapport à lui-même, il y va jusqu'au bout. Alors, êtes-vous convaincu par l'argumentaire d'Ismaël Madior Fall? Non, pas forcément, puisqu'il y a le rabat d'arrêt encore, M. Sylla en a parlé, mais je crois que c'est un grand praticien de droit, est passé par la politique, hein. Il est devenu un grand homme politique et il en assume largement la responsabilité. Peut-être qu'un jour, comme le dit M. Sylla, le jeu en vaudrait la chandelle. Si ça se trouve, il serait peut-être Premier ministre l'année prochaine, le mois prochain, ou j'en sais rien, dans les 2 prochains mois. Je crois qu'il est devenu un grand homme politique. Il a essayé de jouer un petit peu à la mascarade par rapport à certaines de ses théories qu'il n'aurait pas eu certainement s'il avait été toujours donc au niveau de ses amphithéâtres. Il a changé, il n'est plus la même personne. Il a joué le jeu de son président de la République. Il va y gagner, il va y perdre. On n'en sait rien. On verra bien après le 24 février. Alors, Khalifa Ababacar Sall n'a plus de mandat électif. Est-ce que cette radiation peut être vue comme le coup de grâce, ce qui va tuer politiquement Khalifa? Après cette radiation, il sera peut-être déplacé. Je ne crois pas que Khalifa Sall puisse rester à Rebeuss. Et on peut s'attendre qu'il soit déplacé à l'intérieur du pays. Pourquoi pas Kédougou ou Thiès, ou en tout cas ailleurs, dans une autre prison du Sénégal. Mais ça m'étonnerait qu'il puisse rester à Dakar, à Rebeuss, durant la présidentielle. Il faut s'attendre à ça aussi. C'est plié. Maintenant, il ne reste que la force, peut-être d'une certaine manière. Parce que c'est ce conflit entre la force et la justice qui revient au Sénégal. Ce débat du siècle des Lumières avec les Pascal et autres. La force qui a contredit la justice pour dire que c'était elle qui était juste et que la justice dise que c'est elle qui est forte. Voilà. Comment faire pour que la justice soit assez forte ou que la force soit assez juste? Cet équilibre est difficile à trouver. Beaucoup de pays l'ont trouvé par un équilibrisme entre les pouvoirs et quasiment il y a plus de contre-pouvoir sous nos cieux au Sénégal ou dans d'autres pays africains. Il n'y a que l'exécutif qui est là. Ça augure voilà, des confrontations. On va vers des confrontations parce que de plus en plus l'opposition se radicalise. De plus en plus également l'exécutif bombe le torse et montre ses muscles. On a entendu le chef de l'État Macky Sall pas plus tard qu'hier du côté de Guédiawaye. Il a utilisé un ton plus que menaçant à l'endroit de cette opposition pour dire que voilà, c'est à vos risques et périls. Mais nous allons imposer la stabilité à tout le monde. Force restera à la loi. Donc après son ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, Macky Sall a utilisé ce ton plus que menaçant à l'endroit de cette opposition. Encore une fois, ça veut dire que nous nous acheminons vers une confrontation et ça semble de plus en plus inévitable. Nous allons un peu reparler de cette violence qui est en train de se faire voir un peu partout à Dakar tout à l'heure. Pour terminer un peu avec Khalifa Ababacar Sall, il a perdu la mairie de Dakar, il a perdu son poste de député à l'Assemblée nationale, ce qui représentait sa force politique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut prédire la mort politique de Khalifa? Moi, je pense à son âge, quoi. Khalifa, comment il pourrait se reproduire? Il y a de nouveaux profils politiques qui vont arriver. D'ici encore 3 ans, est-ce qu'il va pouvoir résister? Est-ce que les Sénégalais auront la même sympathie sur l'avenir par rapport à cette personnalité? J'ai quelques doutes. Je pense que c'est mal barré pour lui, pour être honnête. Maintenant, je pourrais me tromper dans ce que je pourrais penser, mais je crois que Khalifa Sall, j'aurais été son conseiller au départ.
je lui aurais demandé de ne pas forcer le bouchon. Je lui aurais demandé de rester tranquille et de patienter, sachant que nous avons des institutions assez bidouillées. J'ai toujours critiqué cette constitution, M. Sylla, qui n'était pas bonne, parce que si cette constitution, si ces institutions avaient été bonnes dans ce pays, eh bien Khalifa Sall n'aurait pas été dans cet état, même Karim Wade n'aurait pas été dans cet état. Donc Macky Sall est en train de profiter de cette légalité constitutionnelle, de la légalité de ces institutions de ce pays, et bon, bah, il en fait ce qu'il veut. Je crois que le problème du Sénégal, ce n'est même plus Khalifa Sall ou le président Macky Sall. Le problème du Sénégal, ce sont les institutions de ce pays. À mon avis, la constitution du Sénégal, je le dis très souvent, n'est pas bonne aux 3/4. Il faudrait, à mon avis, la changer, surtout par rapport à cette séparation de cette séparation des pouvoirs. Je crois qu'il faut changer beaucoup de choses dans ce pays, parce que sinon, le prochain président qui sera donc dans ce pays, après 2019, après le 24 février, ce prochain président aura toujours les mêmes avantages que le président Macky Sall. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Cette constitution devra pouvoir être changée dans l'avenir, parce que justement c'est une constitution qui est antidémocratique, puisque aux 3/4, comme je dis, les institutions de ce pays ne sont pas bonnes. Parlons de la présidentielle. Nous allons évoquer Khalifa Sall, nous reparlerons de lui, mais arrêtons-nous sur la liste des 5 candidats publiés par le Conseil constitutionnel. On a l'impression que, comme que c'était déjà écrit, il ne fallait que dérouler. Oui, des fois, l'argument se défend. Il y en a beaucoup qui le soutiennent. C'est Walf Quotidien qui avait titré à l'époque des propos du Premier ministre disant qu'il n'y aura pas plus de 5 candidats face à Macky Sall. Oui, les faits corroborent cette prédiction, si on peut parler. En tout cas, il y a 4 candidats face à Macky Sall. Tout porte à croire que ce seront les 4 candidats qui seront confirmés. Le pouvoir, quand même, n'en a pas besoin, même si un de ces candidats ne remplissait pas les critères pour y aller. Je crois que pour un semblant d'apaisement, voilà, ils n'ont pas besoin d'en enlever un autre. Donc 4 candidats face à Macky Sall. Maintenant, ça peut diviser aussi l'opposition, parce que ceux-là qui sont si proches d'une présidentielle et qui y croient, chacun d'entre eux croit à une victoire. Est-ce que ces 4 candidats issus de l'opposition sont prêts à sacrifier leur campagne, leur statut de candidat pour s'allier à une opposition qui ne veut pas de présidentielle? Il y a une partie de l'opposition qui n'en veut pas de cette présidentielle. Comment l'opposition va s'organiser autour de ces 4 candidats? Est-ce que les déchus par rapport à la candidature vont s'allier à ces candidats qui ont vu la leur validée? Ça va déterminer pas mal de choses. Ça peut, l'enjeu principal, c'est l'attitude de l'opposition maintenant. Est-ce que c'est le déclic pour avoir une opposition unie? En tout cas, eux, c'est leur vœu. Ils le disent et ils l'écrivent sur tous leurs communiqués pour dire que unis et engagés, nous vaincrons la dictature. C'est leur cri de guerre. Maintenant, c'est facile de l'écrire, c'est facile de le dire. C'est encore beaucoup plus compliqué de le réaliser face à Macky Sall, qui a toujours eu les moyens de déstabiliser cette opposition, d'avoir des chevaux de Troie au sein de cette opposition et de pêcher, quand il le veut, des eaux de cette opposition. Est-ce qu'il y a encore ces chevaux de Troie de Macky Sall? Est-ce qu'il y en a qui vont le rejoindre? Parce que 3 ans durant, beaucoup ont dépensé. Oui, ils se sont investis personnellement, mais ils ont beaucoup dépensé en argent. Venir aux côtés de Macky Sall pourrait également le rembourser pas mal de billes. Voilà, donc tout, encore une fois, pour ne pas me répéter, dépend de l'attitude globale de cette opposition, de la posture d'Abdoulaye Wade. Est-ce que le PDS, sincèrement, honnêtement et sérieusement, va s'investir pour une alternance en 2019? Est-ce qu'il y aura du tout, sauf Macky, pour toute l'opposition?
ça va déterminer pas mal de choses. Reparlons un peu de ces 5 candidats, ou 8 candidats en 2000, 15 en 2007, 14 en 2012. Cette année, on a 5 candidats à la présidentielle du 24 février, une avancée démocratique. Oui, surtout que bon, j'ai toujours été en phase avec le parrainage, hein, même s'il y a quelques détails qu'il faudrait justement arranger. C'était un petit peu précipité, mais fallait-il attendre après les élections de 2024 ou fallait-il le faire avant? C'est ça la véritable question. Mais pour le parrainage, je pense qu'un homme politique, un monsieur qui aspire justement, un Sénégalais qui aspire à être candidat à une élection présidentielle, devrait normalement pouvoir avoir une certaine représentativité. Alors, si au Sénégal, nous avons un fichier qui tourne autour de 6 500 000 habitants, électeurs, la moindre des choses que vous puissiez au moins, si vous n'arrivez pas à avoir 60 000 signatures, 60 000 parrainages, ça veut dire que vous ne pourriez pas ou vous n'êtes pas censé avoir une représentativité qui pourrait vous permettre d'être candidat à une élection présidentielle, sachant que ça a un coût exorbitant. Voilà, donc le fait qu'il y ait cette rationalisation de ces candidatures, je pense que c'est une très très bonne idée. Maintenant, et puis évidemment, ça permet à tous ces hommes politiques de ces médias de savoir, de faire, enfin, par rapport aux Sénégalais, que les Sénégalais puissent comprendre que ces gens ne sont pas véritablement des gens qui sont valables, en tout cas en termes de représentativité. Parce que, vous voyez bien, toutes ces personnes, j'imagine, vous savez, moi évidemment, on en parlait avec Boun Abdallah Dionne qui prédisait à peu près 5 candidats. Mais je vous assure, monsieur Sylla, monsieur Gueye, il y a 2 mois, j'en avais parlé à la radio, hein, dans mon émission quotidienne qui s'appelle Les Grandes Gueules. Donc j'en avais parlé, j'avais dit que maximum, si j'étais gentil, il y en aurait 7 maximum, et que si j'étais vraiment méchant, il y en aurait 5. Pourtant, je l'ai dit il y a 2 mois, mais bon, on n'a pas entendu. Là, c'est le Premier ministre qui en parle, tout le monde en parle. Mais tout le monde le sait, c'est de partout que je le disais. Parce que j'étais persuadé que l'objectif, qu'il y a des personnalités de ce pays qui ne sont pas capables d'avoir cette représentativité qui tourne autour d'une 60aine de milliers de signatures, minimum. Regardez bien, prenez des gens comme Abdou Mbaye qui veulent être candidats, prenez les autres qui sont là, qui ont échoué. La seule erreur que j'aurais pu faire, c'est le cas de Malick Gakou. Je me suis trompé sur le cas de Malick Gakou parce que je pensais qu'il aurait pu justement avoir cette représentativité. Mais les autres, ils ont peut-être l'argent, ils sont connus, une certaine popularité, mais pas jusqu'au point d'avoir 60 000 signatures. Imaginez bien. Président de la République, c'est pas de la rigolade. Vous devriez avoir une certaine représentativité quand même. Au moins, nous avons 14 régions dans ce pays. Au moins dans ces 7 régions, si vous n'arrivez pas à avoir 2000 signatures, ça veut dire que franchement, ça serait beaucoup de gaspillage pour le trésor public sénégalais, pour justement le contribuable surtout sénégalais. Moi, c'est ça mon problème. C'est pour ça que j'ai toujours été en phase avec ce parrainage. Maintenant, est-ce que ça a été précipité ou pas? Je pense que oui, mais est-ce qu'il fallait attendre après 2024? C'était ça mon problème. J'avais des questions sur lesquelles je n'avais toujours pas eu de réponse. Mais pour le principe du parrainage, c'est d'une évidence que c'est une nécessité pour ce pays. 7, c'est le chiffre que vous avez donné. 7 candidats ont passé le parrainage, mais 2 ont été recalés par le Conseil constitutionnel. Arrêtons-nous sur le cas de Karim Wade du Parti démocratique sénégalais, qui a été recalé sur les bases juridiques. Si on suit la logique du Conseil constitutionnel, est-ce que c'est défendable, l'argumentaire donné par le Conseil constitutionnel? Oui, un mot sur ce qu'il vient de dire avant de parler du cas de Karim Wade. Je oui. crois que ces candidats quand même n'ont pas eu de difficultés pour engranger les 60 000 ou 53 000 parrains. Tous, ils les ont, plus de 100 000 parrains. Il faut justement interroger les modalités pour faire le tri. Voilà, les règles du jeu n'ont pas été très claires. Carrément. Voilà, mais je ne pense pas que ces candidats puissent avoir autant de difficultés pour disposer simplement d'1% du fichier. La question est beaucoup plus complexe. Par rapport à Karim Wade, je crois que c'est moins complexe. J'aurais bien voulu comprendre cela, cette complexité. Cette complexité, voilà. C'est lié au fichier, certainement. C'est lié au fichier, c'est lié en amont aux règles, aux modalités de vérification et tout pour faire le tri. Le parrainage dans son esprit, on est d'accord avec vous. Il faudrait qu'il y ait ce tri. Ça existe dans toutes les grandes démocraties. Mais c'est quand même, ça pousse à s'interroger quand on élimine de la sorte près de 20 candidats. Et sur quelle base? Il faudra réinterroger
ce dispositif mis en place au Conseil constitutionnel pour valider tel ou tel candidat et invalider tel ou tel autre candidat. Si on fait attention, ce sont les candidats qui ont participé au moins une fois à une élection majeure qui sont passés, parce qu'ils ont un stock. Les autres n'avaient pas à leur disposition un fichier, ils n'avaient pas un antécédent, ils n'avaient pas d'historique pour se baser sur quoi que ce soit. Mais Sonko a participé aux dernières législatives, de même que Sall de PUR, de même que Idrissa Seck qui a son parti, qui a sa formation politique, qui a participé à au moins 2 présidentielles. C'était compliqué d'écarter ces types de candidats. Maintenant, comment ils sont... Abdoul Mbaye aussi était candidat aux élections législatives, autant que Sonko. Hein. Oui, avec son parti ACT, ça c'est vrai. Mais je crois qu'il faudrait davantage interroger le dispositif qui a été mis sur place pour faire le tri. Mais je ne crois pas que Abdoul Mbaye puisse avoir des entre autres, Abdoul Mbaye ou je sais pas, les autres. Pour en revenir au cas de Karim Wade, je crois que c'est moins complexe. Et il n'y a pas marche dans le cas de Karim Wade. À partir du moment où l'intéressé lui-même ne s'est pas donné les moyens de venir sur les théâtres d'opération, mais c'était fini. C'était fini. Karim, le cas de Khalifa Sall est beaucoup plus compliqué pour le pouvoir et sa pilule est beaucoup plus amère pour les Sénégalais. Ça va passer très difficilement. Mais à l'opposé, la candidature de Karim Wade pour l'invalider, c'était beaucoup plus facile quand même pour le régime en place. Alors, Karim Wade, le Conseil constitutionnel évoque son casier judiciaire, mais aussi le fait qu'il n'a pas de numéro d'électeur. Ce sont les faits évoqués par le Conseil constitutionnel pour invalider la candidature de Karim Wade. Mais le PDS savait tout ceci. Est-ce que le PDS n'a pas été suicidaire? C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est, vous me parlez du PDS, immédiatement, je pense à Maître Madické Niang. Je me dis, mais peut-être qu'il y a un problème quelque part, puisque finalement, est-ce que Madické Niang ne serait pas véritablement le candidat du PDS? Du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans toutes mes réflexions que j'ai eu à faire? Parce que finalement, Karim, pour le cas de Khalifa, vous l'avez dit, M. Sylla, hein, c'est beaucoup plus d'amertume, hein, parce que finalement, il y a une discussion qui serait liée au rabat d'arrêt. On en a parlé tout à l'heure. C'est pas très évident. On aurait pu... le pouvoir était parti encore une fois pour la solution finale. En tout cas, pour le cas de Khalifa Sall, c'était beaucoup plus flagrant. Mais pour le cas de Karim Wade, je crois qu'il n'était pas parti pour être véritablement un candidat. J'ai comme l'impression que c'était du bluff, au risque de me tromper encore une fois. Mais il voulait continuer à exister politiquement avec le parti, le PDS. Mais pour être candidat, c'était pas évident. Mais qu'est-ce qui a été, quel est ce protocole? Je cherche toujours à connaître le contenu de ce protocole qui a été signé entre Maître Madické Niang, candidat justement, et entre Maître Madické Niang, le président Macky Sall et le procureur du Qatar. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Qu'est-ce qui a été décidé pour que justement Monsieur le président Macky Sall puisse justement signer un décret, ce décret de grâce-là pour la personne de Karim Wade? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? À un moment donné, M. Sylla, j'ai beaucoup pensé à une sorte de transfèrement. Est-ce que Karim Wade ne serait pas en prison à l'étranger, au Qatar par exemple? Parce que pour un décret de grâce, il avait quand même la possibilité de sortir de ce pays et de rester et de vaquer à ses occupations tout à fait tranquillement. Mais le fait qu'il soit accompagné d'Ardar illico presto par justement un procureur du Qatar, sorti immédiatement de Rebeuss, je n'ai pas très bien compris. J'ai comme l'impression que dans ce protocole, il avait été convenu que Karim Wade ne serait jamais candidat à ces élections présidentielles, ou alors il y avait une condition par rapport à cette somme faramineuse de 138 milliards qui lui avait été imposée comme exigence pour éventuellement pouvoir revenir dans ce pays. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que Karim Wade ne serait
n'arriverait jamais donc au Sénégal. Bon, évidemment, on nous parle de sa femme, de sa maman qui est arrivée, de son papa qui va arriver certainement, mais pour le cas de Karim Wade, il m'étonnerait beaucoup, M. Sylla, qu'il puisse revenir dans ce pays pour une quelconque élection présidentielle, parce que de toute façon, n'importe comment, le problème est réglé par ces gens du pouvoir. Voilà, qui l'ont totalement et complètement éliminé de cette bataille présidentielle. Alors, Pape Cheikh Sylla, est-ce qu'aujourd'hui, Madické Niang n'a pas raison sur le PDS qui a toujours refusé le plan B? Non, je ne crois pas. Madické Niang, pour dire les choses de manière crue, il a trahi les militants du PDS et la direction du PDS. Le PDS avec Madické Niang avait un combat. Celle-là de faire face, celui de faire face à Macky Sall et à son régime. Le combat qui consistait à imposer Karim Wade comme leur candidat depuis le début. C'était clair, c'était la ligne du Parti démocratique sénégalais, et de ses militants et de sa direction, Madické Niang y compris. Quand le PDS choisissait Karim Wade comme son candidat à la présidentielle de 2019, alors que Karim Wade était ici, à la CREI, devant la barre, Madické Niang faisait partie de ces militants qui motivaient cette décision du parti. À un moment T, il s'est dit que lui également, il a ses ambitions. Mais il y en a des dignitaires du Parti démocratique sénégalais qui ont des ambitions, mais qui se sont assis sur ces ambitions pour les intérêts supérieurs du PDS. Madické Niang a foulé aux pieds ses intérêts du PDS pour ses propres intérêts. Moi, je vois mal le Parti démocratique sénégalais retourner soutenir Madické Niang lors de cette présidentielle. Je n'y comprendrai rien. Absolument. Non, tout sauf Madické Niang pour le PDS. Les militants même ne l'auraient pas accepté. Quand même, ce sont des militants, c'est vrai, mais ils ont une capacité de discernement, ils ont des états d'âme, ils ont des sentiments. Madické Niang a fait mal au PDS. Il a fait autant mal au PDS que Macky Sall a pu faire mal à ce PDS, parce que il a porté même l'estocade au PDS. Au moment où les militants croyaient mordicus au retour de leur héros Karim Wade, à la possibilité de le voir candidat et même de le voir remplacer Macky Sall, lui, il leur tourne le dos. Et vous voulez que le PDS revienne s'agenouiller devant Madické Niang pour adouber sa candidature? Moi, j'y crois pas. Alors, Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, leurs candidatures ont été invalidées. Mais Aliou Sow, qui peut gagner parmi les candidats qui ont été validés? On en a 5. Qui peut gagner l'électorat de ces 2 candidats? Juste pour revenir sur ce qu'il a dit, si ça ne vous dérange pas, monsieur Sylla, j'ai juste amené cette provocation par rapport au soutien éventuel du PDS sur la personne de Madické Niang, juste pour essayer de réfléchir sur autre chose, c'est-à-dire essayer de comprendre en réalité qui est véritablement Madické Niang. Madické Niang qui a négocié quand même la sortie de Karim Wade de ce territoire. Madické Niang, au même moment, est-ce que Abdoulaye Wade, au même moment, pensait que Madické Niang avait dans un petit coin de sa tête une probable candidature ou des envies d'être candidat à ces élections présidentielles? Je pense que Abdoulaye Wade n'aurait jamais été en accord avec Madické Niang pour justement lui demander d'aller négocier la sortie de Karim Wade et son éventuel transfèrement, puisque moi je l'appelle toujours transfèrement. Je n'ai jamais compris cela. Moi je pense que Madické Niang a été trompé par Madické Niang. Et des fois, ça m'amène à réfléchir sur autre chose, monsieur Sylla, c'est-à-dire essayer de comprendre, est-ce que finalement, Madické Niang serait-il en phase avec le président Macky Sall? Oui, c'est une question qui mérite d'être posée. Parce que finalement, Madické Niang aurait-il rencontré le président Macky Sall en cette année 2018? Je me suis posé beaucoup de questions, parce que finalement, ce monsieur qui a eu à traiter avec Abdoulaye Wade dormait chez lui quand il était au Sénégal. Abdoulaye Wade se brossait les dents le matin chez lui. Ce monsieur, est-ce que Abdoulaye Wade était au courant que Madické Niang avait des envies de remplacer son fils qui était porté candidat à la candidature? Certainement. C'est quoi véritablement la vérité?
J'ai essayé de comprendre, je n'arrive toujours pas à avoir la réponse. Mais j'ai comme l'impression des fois que Madické Niang, maître Madické Niang, serait en phase avec le président Macky Sall. Jusqu'à preuve du contraire, bien évidemment. C'est possible, mais parlons un peu de ces reports de voix des candidats qui ont été, des deux candidats, derniers candidats qui ont été recalés. Ces reports de voix, moi je crois que... Par rapport au profil des candidats qui sont validés. Je pense que tout le monde va en profiter. Tout le monde va en profiter puisque, bon, évidemment, j'entends Idrissa Seck qui a eu à rencontrer Monsieur Bokoum, Idrissa Seck qui aura certainement à rencontrer d'autres personnes telles que, justement, les souteneurs de Khalifa Sall et même certainement les souteneurs de Malick Gakou quand ça sera définitif par rapport à ce recours qu'il a eu à faire au niveau du Conseil constitutionnel. Je pense que, tout le monde en profiterait. Maintenant, qui c'est qui en aura le plus? Ça, c'est la véritable question. Je n'ai pas une idée exacte, mais je pense que tout le monde en profitait, même le président Macky Sall. Alors, Khalifa Ababacar Sall était avec Idrissa Seck lors des élections législatives. Ousmane Sonko qui s'entend un peu avec Abdoulaye Wade dernièrement. Peut-on y voir des transferts de voix automatiquement? En tout cas, Idrissa Seck s'est investi et comme qui dirait, il avait vu venir et il s'est investi personnellement aux côtés de Khalifa Sall lors des législatives. Et puis il fait partie de la famille libérale. La logique voudrait que Idrissa Seck bénéficie des consignes de vote et de Khalifa Sall et de Abdoulaye Wade. C'est une certaine logique. Tout à fait. Maintenant, la réalité politique peut être autre, parce que Idrissa Seck, ses relations avec le Parti démocratique sénégalais ont été toujours des relations heurtées dernièrement. Et quand Abdoulaye Wade parle de la sorte de Ousmane Sonko, beaucoup y voient un appel du pied adressé à Idrissa Seck, une manière de lui dire, voilà, si vous voulez que je vous soutienne, alors faites-en la demande, venez vers moi. Ce serait assez risqué, péril, Idrissa Seck. Mais également, il a forcément besoin, de ces consignes de vote émanant du socialiste Khalifa Sall et du libéral Abdoulaye Wade. La force des choses font qu'aujourd'hui, visiblement, Karim Wade et Khalifa Sall ne feront pas partie de la course. Mais Wade père comme Khalifa Sall deviennent des faiseurs de roi. Si Khalifa Sall soutient publiquement un candidat et que Abdoulaye Wade le fasse, ce candidat serait de fait le challenger de Macky Sall. Maintenant, c'est une véritable bataille au sein de l'opposition. Est-ce que Ousmane Sonko pourrait créer cette surprise et de supplanter au dernier moment Idrissa Seck pour bénéficier des consignes de vote et de Khalifa Sall et d'Abdoulaye Wade? Moi, je donne ma langue au chat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant même de parler de ces reports de voix, vous parlez de reports de voix. Mais attention, eux également, ils peuvent ne pas trouver leur compte en Idrissa Seck ou en Ousmane Sonko ou en qui que ce soit. Ils peuvent se dire que nous choisissons Macky Sall. C'est une possibilité. Choisir Macky Sall, il y a beaucoup de manières de choisir Macky Sall. Parce que si vous ne donnez pas de consigne de vote claire, si vous ne vous investissez pas réellement contre une réélection de Macky Sall, mais vous soutenez de fait Macky Sall. Absolument. Et c'est là où c'est intéressant de voir l'attitude du PDS et l'attitude de Taxawu Sénégal. Leur attitude sera à décrypter par les analystes politiques, par le peuple sénégalais. Si Khalifa Sall veut une alternance au Sénégal et qu'il sache que réellement il ne peut pas être le 5e président de la République indépendante du Sénégal en 2019, s'il tient à ce que Macky Sall saute, il va choisir un candidat de l'opposition. Maintenant, s'il se dit que moi, Macky Sall m'a dit indirectement qu'il va m'amnistier et que j'aurai une chance en 2024, donc je vais soutenir Macky Sall indirectement pour que Macky Sall puisse gagner et qu'en 2024, c'est-à-dire 5 ans après, je puisse me positionner. Ça également, il ne faut pas l'écarter de la donne. Ça peut être l'attitude et de Khalifa Sall et de Karim Wade. Tout à fait. Donc il faudra observer pour voir
il faudra simplement observer. Je crois que ce soit Madické Niang, que ce soit Issa Sall, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit Idrissa Seck, ils doivent d'abord compter sur leurs propres forces. Le reste, s'il vient, peut-être ce serait au second tour, mais je ne crois pas trop au premier tour qu'ils aient voilà, ces soutiens de manière ouverte. Non, ça, c'est dans l'hypothèse effectivement. Dans alors, le second tour. Oui, l'hypothèse d'un second tour. L'hypothèse d'un second tour. Bien sûr. Alors, la politique est un rapport de force, on a l'habitude de le dire. Aujourd'hui, l'opposition opte pour l'affrontement, le combat de rue. Comment analysez-vous cette nouvelle forme de lutte de l'opposition? Je crois que c'est pas une bonne idée. J'ai toujours eu à le dire. Le vrai travail, c'est dans les profondeurs du Sénégal. Il faut aller dans les contrées de ce pays, essayer de parler aux populations, faire un petit peu ce qui a été fait par Monsieur Bougane Gueye Dany, qui a fait le tour du Sénégal. Je crois que Macky Sall préalablement en 2012, vers 2011, a eu à faire la même chose, pratiquement 85 000 km. Bougane était un petit peu sur les mêmes traces, mais j'ai toujours pas compris. J'aurais voulu, avec votre autorisation à la fin, poser la question à monsieur Sylla pour comprendre, parce que je n'ai toujours pas compris. J'ai une question que je ne comprendrai jamais tant qu'on ne me l'expliquerait pas. Ou ce serait vous, ou ce serait le principal concerné, M. Bougane Gueye Dany en l'occurrence. Parce que je n'ai jamais compris comment ça se fait qu'on ait eu plus de 800 000 signatures et on n'arrive pas à grignoter 54 000 bonnes signatures, quoi. Ça, je n'ai jamais. C'était une parenthèse. J'aurais bien voulu. Ça répond à votre interrogation de tout à l'heure. C'est vous disiez que voilà, vous n'avez pas compris le cas de Gakou. Donc maintenant vous parlez de Bougane, on peut parler des autres candidats. Moi je ne pense pas qu'ils ont eu cette difficulté d'engranger plus de 100 000 signatures. Il faudra encore réinterroger le dispositif mis sur pied pour faire le tri. Oui, tout à fait. Donc, je reviens juste... Oui, c'est juste par rapport à cette... Non, mais il faut, à mon avis... je pense que c'est une opposition qui n'est pas très ambitieuse. C'est une opposition qui n'est pas partie pour s'unir et pour essayer véritablement de battre le président Macky Sall. C'est une opposition justement, parce que vous savez, j'ai comme l'impression que dans ce pays, les Sénégalais veulent carrément autre chose. S'ils avaient envie de faire partir véritablement le président Macky Sall, ils auraient en même temps voulu le faire remplacer par une nouvelle personne, par de nouvelles idées, un nouveau homme politique, ou alors... les Sénégalais ont besoin de changement. Les Sénégalais n'ont pas besoin qu'il y ait justement cette même alternative, cette même alternance, ces mêmes hommes politiques qui s'inter-échangent. Je crois que aujourd'hui, moi, ce que je pense, cette opposition n'est pas partie véritablement pour gagner des élections, mais surtout pour continuer à exister après 2024. Vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur Sylla, surtout par rapport au cas et de Karim Wade et de Khalifa Sall, par rapport à leur stratégie, pour leur soutien éventuel, pour ceux qui sont déjà, qui ne sont pas recalés. Parce que finalement, comme le disait monsieur Sylla, en 2019, si justement après 2024 Khalifa Sall voudrait être candidat encore aux élections ou continuer à exister au moins politiquement dans l'échiquier politique sénégalais, la même chose pour Karim Wade, je pense qu'il ferait tout pour s'abstenir. Moi, je le pense. Donc forcément, en conséquence, il n'aurait pas envie de faire davantage d'efforts pour éventuellement essayer véritablement de battre le président Macky Sall, parce que n'importe comment, autant que ce soit le président Macky Sall qui obtienne un mandat et qu'il en finisse, que ce soit quelqu'un d'autre, par exemple, comme Sonko, qui serait arrivé avec 2 mandats, ou même Idrissa Seck, qui serait venu avec 2 mandats qui seraient enchaînés, et ben, ça ferait leur perte respective, définitive, donc dans le landerneau politique sénégalais, je pense. Alors, lavons notre linge sale avant de nous quitter, c'est pour parler de la presse. Pape Cheikh Sylla, est-ce qu'il y a aujourd'hui au Sénégal une presse d'acharnement à la place de la presse d'investigation? Nous avons la presse que nous avons toujours eue, avec des journalistes qui s'essayent d'être réglo et d'exercer ce métier. Mais je crois qu'avec beaucoup de faiblesse. Nous n'avons pas toujours les moyens de notre mission, nous autres journalistes sénégalais. Et ça se voit quand il y a des moments cruciaux, comme des moments de campagne électorale, de présidentielle.
toutes les faiblesses de notre presse nationale se voient à l'œil nu, parce que ce sont des moments, malheureusement, le dynamisme ou la santé d'une démocratie se mesure également par rapport au dynamisme de ces journalistes. Mais mission égale moyen, comme disent les forces de l'ordre souvent. Les patrons de presse essaient de profiter du moment pour se faire une santé financière. Il y en a beaucoup plus de journalistes mercenaires qui essaient également de profiter du moment. Et c'est très difficile de garder son autonomie si on n'a pas les moyens financiers, si on n'est pas à l'abri de ses besoins primaires. Et malheureusement, c'est le cas au Sénégal. Mais il y en a beaucoup également qui résistent. Il ne faudrait pas croire que quand un journaliste parle en mal de l'opposition ou du pouvoir, c'est parce qu'il est téléguidé. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui font le métier. Et rien que le métier qu'ils exercent et qui font du journalisme, il y en a au Sénégal. Il y en a beaucoup même qui font réellement du journalisme. Mais on veut mettre tout le monde dans le même sac, comme il vient de le dire, que les Sénégalais veulent un changement, pas le fait de déplacer Macky Sall pour amener un autre libéral. Non, je ne crois pas que un Karim Wade qui serait à la tête du Sénégal, la gestion serait la même avec un Macky Sall. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un Idrissa Seck aurait la même gestion d'un Karim Wade ou qu'un Ousmane Sonko aurait la même approche d'un autre. Chacun est présidentiable parmi tous ceux que je viens de citer, et chacun a son approche. Les méthodes diffèrent. Donc je crois qu'il faudrait un peu plus de rigueur dans cette analyse, comme pour parler aussi des journalistes. Des fois on leur fait de mauvais procès, mais il y en a aussi véritablement qui n'honorent pas cette corporation. Il y en a beaucoup malheureusement, et c'est la réalité. Je crois qu'il faut faire avec pour qu'on ait un Sénégal beaucoup plus mature sur le plan démocratique, pour qu'on ait une classe politique beaucoup plus mature. Il faudrait qu'on ait une presse beaucoup plus mature en même temps, et le jour où on aura des journalistes qui auront des salaires sensiblement qui vont s'approcher des salaires des ministres et des directeurs de société nationale, peut-être que ça irait davantage. Mais c'est un laisser-aller. On ouvre les organes comme on veut, on traite les journalistes comme bon nous semble, et personne ne lève le petit doigt. Le journaliste, il a l'obligation d'aller couvrir des travailleurs qui sont restés 5-10 mois sans percevoir leur salaire, qui réclament des indemnités, des heures supplémentaires, et le reporter qui leur tend le micro, il n'a pas le 10e de ce qu'ils ont. Et pourtant, il va recueillir leurs propos pour aller mettre ça au niveau de son antenne. Ça ne peut pas perdurer. Alors, Aliou Sow, s'agit-il d'un problème global de la presse ou bien de quelques mercenaires, comme disait tout à l'heure Pape Sœur Sylla? Je crois que c'est un problème du Sénégal. Il n'y a pas que dans le secteur du journalisme, c'est dans tous les domaines d'intervention. Dans ce pays, vous avez des gens qui sont bons, qui font bien leur travail, dans tous les domaines d'intervention de ce pays. Et dans d'autres, vous verrez bien, ils sont différents, les journalistes. Il y a la question des moyens aussi, comme le dit M. Sylla. Vous ne pouvez pas vivre comme ça avec ce minimum incompressible, alors que vous êtes journaliste d'un certain niveau. Des fois, vous avez la tentation, voilà, il y a les phénomènes de corruption qui peuvent rentrer en ligne de compte, les patrons de presse qui ne s'occupent pas véritablement, il faut oser le dire, de leurs employés journalistes, parce que finalement, si ça avait été le cas, eh ben, il y aurait moins de problèmes par rapport à ces genres de tentatives-là. Donc c'est tout. Donc je crois qu'il faut résoudre ce problème, essayer de mettre ces journalistes à un certain niveau pour que justement qu'ils puissent vivre assez correctement, de manière à ce qu'ils puissent être justement dans les bonnes conditions pour faire leur boulot tout à fait normalement et tranquillement. Voilà, c'est tout. Donc, mais il n'y a pas que dans le secteur du journalisme, ou dans le secteur de la presse, c'est partout au Sénégal. Voilà, vous allez dans les autres domaines, c'est sûr que vous verrez bien la même chose. Voilà, donc il faudrait que relever le niveau. Un journaliste c'est quelqu'un quand même de très important dans un pays qui fait diffuser des informations pour faire connaître davantage d'informations à leur population. Il n'y a aucune raison qu'on ne les mette pas dans certaines conditions. Et pourtant, ce n'est pas
pas du tout le cas. L'exemple que vous donnez est patent. Le journaliste qui tend son micro, ce reporter, voilà, si ça se trouve, il va prendre un Diagandiaï ou un Carapel, il n'a même pas de moyens de transport de la part de sa structure, donc des moyens de déplacement, c'est pas évident pour lui, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Si la possibilité d'avoir quelques sous en plus par rapport à son maigre salaire, forcément, il a des chances d'être tenté de corruption. C'est d'une évidence, mais il n'y a pas encore une fois, ce n'est pas que dans le secteur de la presse, c'est partout au Sénégal. Vous allez dans tous les domaines d'intervention de ce pays, c'est la même chose, c'est la corruption, c'est le manque de transparence. On veut une chose et son contraire. Ce n'est pas possible, on n'a qu'à relever, mais l'histoire des patrons de presse aussi, j'aurais bien voulu qu'on en parle souvent un peu des fois, qu'ils puissent s'occuper aussi de ces gens qui travaillent pour eux, parce que des fois quand ils négocient, il n'y a que eux qui négocient pour le compte des intérêts de leur structure, et bon bah les journalistes n'y sont pour rien. Voilà, donc des fois j'aurais bien pensé qu'éventuellement ces journalistes puissent être intégrés avec des actions au niveau de la structure pour qu'ils se sentent comment dire, pour qu'ils se sentent en sécurité par rapport à leur travail, mais surtout par rapport à l'avenir de leur profession, justement. Alors, la réussite pour Macky Sall n'aura-t-elle pas été cette décrédibilisation de la presse, même si ça n'a pas commencé avec lui? Si, il l'a réussi quand même. Vous avez raison également de dire que ça n'a pas démarré avec lui. Mais on a la presse que nous méritons. Si Lamine le disait, il théorisait une idée sur laquelle je crois qu'il citait souvent l'exemple du Maroc en parlant de l'aide à la presse au Sénégal, que les Marocains, si je ne me trompe pas, c'était le Maroc. Les Marocains, ils avaient une trouvaille, c'est-à-dire que pour le journaliste, la chambre d'hôtel, là où le citoyen paye 40 000, disons, le journaliste, avec sa carte de presse, paye la moitié ou le tiers. Voilà. Pour un billet d'avion, c'est la même chose. Pour beaucoup de services, avec sa carte de presse, le journaliste a certains avantages. Ça peut être un cas de figure. Bon, au Sénégal, nous n'avons pas cette culture. On dira que le journaliste est un citoyen. Parmi les citoyens, il n'est pas extraordinaire. Pourquoi tous ces privilèges? Surtout qui est journaliste. Mais l'argument avancé à l'époque par Sidi Lamine Niasse et par les théoriciens de cette approche, c'est que le journaliste, oui, certes, est un citoyen parmi les citoyens, mais il est les yeux et la bouche et les oreilles de la quasi-totalité de ses concitoyens. Là où il se trouve. Donc, aidons-le à se déplacer plus facilement, à être beaucoup plus autonome, à être moins corruptible. Vous voyez des organes comme BBC. Pourquoi on parle rarement de corruption à BBC ou dans des organes du genre? Parce que il y a tout ce qu'il faut. En déplacement, vous avez votre per diem, c'est bien calibré et c'est conséquent, vous êtes à l'abri. Vous n'y allez pas en pensant à vos enfants pour dire qu'il n'y a rien à la maison. Exactement. Donc une fois sur place, il n'y a pas de problème pour avoir un logement décent, pour faire correctement son travail. Et il y a moins de corruption. Après interview, ils amènent tous les rushs à la maison mère. Et tout le monde fait le décret. Il y a même des éléments de langage qu'on vous impose. Il y a des qualificatifs qu'on n'ose pas utiliser dans certains organes. Ici, le patron de presse ou la direction de l'organe ne peut pas se donner véritablement, prendre ses airs pour exiger pour exiger davantage de son reporter, parce que lui-même, il sait que, le patron lui-même, il sait qu'il n'est pas en phase avec la corporation. C'est lui qui doit de la monnaie à son reporter et non le contraire. Donc il ferme les yeux sur pas mal de choses. Je crois que Macky Sall l'a réussi et c'est de bonne guerre. Tout président est tenté véritablement de poser des actes pour maîtriser sa presse. Tout président, que ce soit dans les pays occidentaux, que ce soit en Afrique, tous les chefs d'État, ils le font. Lui également, naturellement, il l'a fait. C'est beaucoup plus facile au Sénégal parce que nous avons une certaine presse et nous avons une législation qui ne protège pas l'acteur principal, le journaliste.
et ça devient beaucoup plus facile. Alors, Aliou Sow, la presse ne représente-t-elle pas un danger pour la stabilité du pays si on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011? Même avant la Côte d'Ivoire, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de la radio des 1000 collines au Rwanda, hein, donc c'est exactement la même chose. Je crois que la presse pourrait être justement en danger. C'est pour ça qu'effectivement, on devrait pouvoir justement les entretenir, entre guillemets, d'une certaine manière, ou de manière à ce que justement qu'ils puissent être, encore une fois, parce que tout relève en réalité de cette tentative ou de ces tentations de corruption. Donc si on les met à l'aise, entre guillemets, encore une fois, eh ben, je crois qu'il n'y aurait pas de risque que cette presse soit en danger. Mais si c'est le cas, c'est parce que justement, ils ne sont pas dans des conditions, ces journalistes en général, dans des conditions qui puissent leur permettre justement d'être moins tentés. Donc danger, c'est possible, mais c'est évitable justement. La presse est un danger pour la stabilité du pays, mais quel danger guette la presse sénégalaise? Oui, quel danger guette le danger de se voir décrédibiliser. Et de plus en plus, les réseaux sociaux même dament le pion par moment à la presse classique. Il y a ce rapport de confiance qui a pris un coup entre journalistes et public sénégalais. Je crois que le grand danger, c'est de se voir décrédibiliser. Et un journaliste sans crédit n'est rien du tout. On peut faire le parallélisme avec nos sélectionneurs nationaux. Il y a l'histoire des sorciers blancs en Afrique. Un Hervé Renard peut facilement se taper 100 millions, 150 millions en Côte d'Ivoire, au Maroc. Jamais un Zawi n'aura 50 millions en Côte d'Ivoire. Pourtant, il est ivoirien. Pourtant, il a amené les Ivoiriens, si je ne m'abuse, à la finale de la CAN. Aliou Cissé ne rêve même pas d'avoir 25 millions au Sénégal. Un coach blanc pourrait facilement avoir 30 millions au Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est l'approche qu'il faudrait changer. Nos dirigeants ont ce complexe du colonisé qui veut que, voilà, pour eux, le blanc symbolise la compétence. Et le nègre n'est pas compétent. Donc, il faut simplement... Le simple fait de lui donner le poste est une promotion inouïe. Voilà, ça pose problème. Ils n'ont pas de crédit. Ces sélectionneurs nationaux, à chaque fois, ils devront faire leur preuve. À la prochaine CAN, il y aura forcément entre les sélectionneurs du Mali, du Sénégal, du Congo, une des nations qui va sortir dès le premier tour ou en quart de finale. Et ce sélectionneur, je vous assure qu'il ne gardera pas son poste. Et le sélectionneur Toubab à côté, qui sera balayé dès le premier tour, on lui demandera s'il veut rester ou pas. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Donc nous, pour qu'on ait ce crédit, il faut qu'on change notre manière de voir le journaliste, son statut, et avoir une convention. Une convention pour dire que le minimum syndical, c'est ça pour le journaliste. Il est compétent, on le garde, mais dans ces conditions. Il n'est pas compétent, personne ne peut obliger, personne ne peut pousser son patron à le garder. Mais s'il décide à le garder, c'est sous ces conditions. Et c'est clair. C'est clair, c'est net. Et je crois que les dernières conventions ont revu à la hausse d'une certaine manière. Le nouveau code de la presse a réglé pas mal de choses dans la théorie, mais ça reste simplement dans la théorie. Et ça reste dans la théorie. Même dans cette théorie, parlant de la convention, c'est minime parce qu'on parle de... Ça tourne autour de 175 000, donc l'autonomie financière n'est pas encore là. Je vous assure que les 3/4 des journalistes ne gagnent pas 175 000 francs. Bon, je ne sais pas si vous pourrez me le confirmer, mais je suis presque sûr à 99%. Et c'est dommage quand même. Hein, c'est dommage. Et ça me c'est ce qui pousse les politiques à regarder les journalistes de haut. Dans leur entendement, un journaliste est forcément corruptible. Voilà, chaque journaliste a son prix, mais un journaliste sénégalais est forcément corruptible. C'est leur approche. Et quand ils voient un journaliste qui résiste à ça, qui reste sur ses principes, souvent ils sont étonnés. C'est politique. C'est dommage. Je crois que le manque de moyens également n'explique pas tout. Il y a des valeurs auxquelles il faut croire. Et il y en a, moi j'en connais des jeunes gens qui
ont du mal à boucler le budget de Chine, le thé, qui varie entre 150 et 205 francs. Ouais. Mais jamais ils vont tendre la main pour demander à qui que ce soit 25 francs ou 50 francs. Ils vont se saigner les 80 pour avoir le budget de thé et de cigarettes, tranquillement. Donc, il y a également une part d'éducation et de valeur au niveau individuel qu'il faudra aussi interroger. Pape Cheikh Sylla, journaliste à D-Média, merci à vous. Merci Hassan Gueye. Léo Sow de la radio Femme FM, merci à vous aussi. Merci monsieur Gueye, merci à vous monsieur Sylla, et puis à la prochaine. Merci à Maud Fall qui a assuré la partie technique et à vous amis téléspectateurs pour la fidélité à Walfadjri. Excellente suite de programme. dossier